Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Agri. Nous sommes le mercredi 26 février et j'ai le plaisir de recevoir Maude Lelièvre. Bonjour Maude. Bonjour. Alors vous êtes déléguée générale de l'association Les Écomères. Est-ce que vous pouvez présenter votre association ? Bien sûr, c'est une association plutôt ancienne qui date de 1989 et qui a été créée par des maires de toutes composantes politiques il y a plus de 35 ans pour aider à la transition des territoires, faire en sorte qu'on puisse intégrer l'environnement dans les marchés publics à l'époque, dans les politiques publiques locales et faire en sorte qu'on mette l'environnement et le développement durable en amont pour justement avoir les meilleurs projets qui allient territoire, économie et écologie. Alors justement, quels sont les principaux défis que rencontrent aujourd'hui les maires en matière d'énergie et d'environnement ? J'allais dire que la difficulté aujourd'hui, c'est la question de planification spatiale, parce que sur les territoires, on a à la fois dans certains territoires plus isolés, avec moins d'activité économique, une disparition des services publics, une population qui vieillit, une disparition des agriculteurs. Et donc dans ces territoires-là, il faut redonner de l'énergie au sens général du terme, faire en sorte qu'on ait plus d'activité. Et puis dans d'autres, on a une surabondance d'infrastructures, surabondance d'activités qui créent des nuisances pour l'environnement, pour le bien-être des habitants. Donc aujourd'hui, on est vraiment au croisement des chemins sur cette question de planification. Où on veut habiter demain, c'est quoi habiter en France demain? Où est-ce qu'on veut des activités économiques? Comment on préserve notre système alimentaire? Et puis comment on est aussi autonome en énergie? Toutes ces contraintes doivent être gagnant-gagnant. Alors vous le savez, on est sur le stand de notre partenaire GLHD. Quel est votre regard sur l'agrivoltaïsme ? Alors un regard d'avenir, aujourd'hui on a la nécessité en tant que collectivité locale de développer des ENR et de faire en sorte qu'on ait une identification des zones adaptées. Je reviens à cette question de cartographie, de planification. Où est-ce qu'on peut mettre des ENR? Comment on conjugue ces activités avec les autres activités économiques et comment on accompagne au mieux ceux qui peuvent être demain les porteurs de projets, donc autant sur des bâtiments publics que sur des bâtiments privés type agricole, que sur des terrains. Où est-ce qu'on développe? Comment on conjugue ça avec les intérêts également environnementaux? C'est un peu l'esprit de la loi d'accélération sur la production des ENR de 2023. C'est finalement comment on conjugue tout ça au bénéfice d'une activité positive pour l'avenir et autonome. Alors comment les collectivités peuvent-elles encourager l'agrivoltaïsme tout en garantissant une gestion équilibrée des terres agricoles ? Je pense qu'il faut d'abord de la concertation, du dialogue. C'est vraiment important. Il faut que chacun des acteurs sur un territoire se sente porteur partie prenante et un gain global sur son territoire. On a trop souvent considéré que la concertation, c'était la concertation obligatoire, celle qui est réglementaire. Pas du tout la concertation volontaire qui est un peu dans l'esprit de ce qui a été le Grenelle de l'environnement, faire en sorte qu'on met des acteurs autour d'une table, qu'on voit les freins, on voit comment les lever, tant sur le plan réglementaire que sur le plan de l'adhésion. Je pense que ça c'est vraiment l'objectif, c'est travailler à minimiser les tensions entre les acteurs pour faire en sorte que sur un territoire, on retrouve l'ensemble des services et que ces services correspondent aux besoins de la population. Alors comment les élus peuvent-ils mieux associer les citoyens et les agriculteurs pour éviter les oppositions sur les projets liés aux énergies renouvelables ? D'abord par la connaissance scientifique, savoir quels sont les impacts. Je pense qu'on a trop souvent voulu imposer, par exemple je pense aux questions de téléphonie mobile quand il y a eu le déploiement en France, on a trop voulu imposer aux gens des choses en leur disant non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de risque. On n'est pas dans une société du risque zéro, mais en tout cas il faut permettre aux gens d'avoir les clés pour comprendre. Donc ça c'est vraiment important et ça va avec une communication transparente, c'est-à-dire informer régulièrement sur les projets, sur les bénéfices, sur possiblement les impacts. Deuxième chose, il faut une consultation participative, faire en sorte qu'il y ait des réunions, des enquêtes publiques qui associent la population, qu'on recueille les avis et pas se dire juste on a coché une case réglementaire, ça suffit. Et puis il faut faire de l'adaptation locale. Moi je crois pas à un seul projet partout en France. On a des options différentes selon les territoires, y compris en incluant les territoires ultramarins. Il faut savoir comment on s'adapte au territoire et comment on accompagne aussi ça avec de l'éducation, de la sensibilisation des habitants. Alors, toute dernière question, quel rôle peuvent jouer les collectivités territoriales dans l'accélération du déploiement des énergies renouvelables ? D'abord peut-être l'évaluation environnementale, faire en sorte qu'on ait des études pour limiter les effets négatifs sur la biodiversité et l'environnement. Peut-être aussi utiliser et mieux utiliser les surfaces déjà artificialisées.
Pour moi, c'est par là qu'il faut commencer, les toitures, les parkings, les friches industrielles, avant les espaces naturels, parce qu'on sait qu'on aura besoin demain de ce patrimoine naturel, à la fois pour s'adapter au réchauffement climatique, avoir des endroits qui permettent de respiration, protéger aussi les terres agricoles dans une France qui voit disparaître chaque année de plus en plus d'exploitations, où on a la majeure partie des agriculteurs qui ont plus de 50 ans. Si on veut avoir une France demain qui soit une France autosuffisante sur le plan alimentaire, qui soit une France agréable à vivre, sur laquelle la protection des paysages est aussi un enjeu important, il faut d'abord réutiliser ce qui est artificialisé, même si ça coûte plus cher, et trouver les mécanismes qui permettent justement de travailler sur ces terrains réartificialisés. Et puis j'allais dire, le dernier rôle pour moi des collectivités, c'est la formation et l'emploi. Développer des compétences locales pour l'installation, la maintenance des infrastructures ENR. On a des exemples, par exemple dans le pays de Saint-Irex, en Haute-Vienne, où on a de la formation professionnelle en collaboration avec des organismes de formation et avec un objectif territorial qui est partenariat avec les entreprises locales, partenariat avec l'État, partenariat avec les chambres de commerce. Voilà, ça c'est, moi je crois juste à une seule chose, c'est au partenariat territorial gagnant-gagnant. Et c'est en mettant tous les acteurs et en ayant aussi une ambition de garder de l'économie sur les territoires qui aujourd'hui souffrent peut-être du départ d'une population vieillissante qu'on arrivera à convaincre tout le monde. Maud Lelièvre, merci beaucoup. Merci à vous. Super, parfait, merci. J'ai mis ces mots-clés. Place à la prochaine interview. Et on enchaîne sur Radio Agri avec Jérôme Dumont. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes président du conseil départemental de la Meuse et je crois savoir que vous présentez de nombreux produits sur votre stand dans le hall 7 au Salon de l'Agriculture. Oui, tout à fait. Alors, nous avons nos produits phares comme la Madeleine de Commercy, des produits, notamment les vins des Côtes de Meuse, qui aujourd'hui sont regroupés avec leurs collègues de Lorraine autour du NIGP. Qui sont excellents. Et puis on a évidemment nos éleveurs qui nous apportent leurs produits, la viande, notamment la viande de bœuf, mais également de porc. Et puis on a la particularité cette année, c'est qu'on a produit une bière spécifique à la Meuse, avec une très belle affiche autour de Mucha notamment. Et donc vous êtes évidemment les bienvenus sur notre stand jusqu'à la fin du Salon d'Agriculture. Merci. Quels sont les principaux défis agricoles spécifiques à la Meuse aujourd'hui ? Alors les défis sont à l'échelle nationale, on les connaît, hein, améliorer les revenus des agriculteurs, former les agriculteurs de demain et puis faciliter les transmissions, les installations. En Meuse, le modèle est celui de la polyculture élevage, donc on doit le maintenir. On a, et je ne l'ai pas précisé, mais une industrie agroalimentaire très forte, avec notamment la production de brie de Meaux. 80% du brie de Meaux est faite en Meuse et on a besoin de soutenir l'élevage, notamment laitier, mais dans sa globalité pour assurer et pérenniser cette production autour de l'industrie agroalimentaire et c'est ce qu'on essaye de s'atteler avec l'ensemble des acteurs politiques et économiques. Alors justement, pour pérenniser ces productions, quelles actions pour encourager l'installation de jeunes agriculteurs dans le département ? Alors, on n'est pas dans nos compétences puisque c'est plus évidemment la région qui a cette spécificité, mais on a un plan d'action, nous, avec l'agence de l'eau et puis l'ensemble des opérateurs agricoles autour du plan herbe pour justement ramener et valoriser l'élevage de prairies. Donc ça c'est une subvention que nous apportons et que nous essayons d'être proactifs sur ce sujet. Nous avons des aides aussi sur la diversification des activités et puis on a un soutien très fort au GDS, au groupement de défense sanitaire. On met plus de 200 000 € par an et on est le premier département à accompagner ce GDS dans la région Grand Est. Alors vous menez aussi des actions pour la valorisation des productions locales et les circuits courts. Oui, alors nous sommes dans la plateforme Agri-Local et sur une quarantaine de départements, en termes de chiffre d'affaires depuis 2021, nous sommes le 3e. C'est-à-dire qu'on va mettre en relation les producteurs meusiens
avec les collèges, les lycées, donc le département, la région, mais également l'hôpital, l'armée qui est présente chez nous, et puis des associations privées qui sont dans les services à la personne. Et on est au début, mais ça fonctionne très bien. D'ailleurs, demain, on va obtenir une médaille d'agri-local à l'échelle nationale. Donc on veut poursuivre, encore une fois, avec nos acteurs, la région, notamment dans les lycées, et rentrer dans ce dispositif. On veut que les jeunes meusiens puissent manger des produits locaux de qualité, parce que forcément ils sont de qualité, ils sont produits en Meuse, et on veut valoriser toute la filière et avoir confiance dans nos agriculteurs meusiens, encore une fois, parce que c'est gage de qualité, et c'est aussi ce que nous voulons promouvoir. Alors Jérôme, quelle place pour l'agrivoltaïsme dans le développement agricole meusien? Alors la Meuse a une spécificité, c'est qu'on produit déjà entre 100 et 150% de production d'énergie renouvelable face aux besoins de la population. Alors on a un parc éolien qui est assez important, on a évidemment des méthanisations, on a deux parcs photovoltaïques qui sont très importants, et effectivement avec la Chambre de l'agriculture et l'ensemble des acteurs, on a des projets autour de l'agrivoltaïsme. Alors moi j'y suis plutôt favorable, mais il faut, et on va signer tout à l'heure la charte de l'agrovoltaïsme avec la Chambre d'agriculture, parce qu'il faut le réglementer aussi, et il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc moi j'y suis favorable. On a de nombreux projets en Meuse, mais ça ne doit pas se faire au détriment non plus de l'agriculture. Alors je sais que ça progresse aussi, qu'il y a de nombreux producteurs notamment qui vont avec des trackers permettent de continuer à produire, que ce soit en élevage ou en production céréalière. Mais voilà, il faut pouvoir l'encadrer avec des normes, enfin avec un cadre qui soit bien défini autour donc, de l'agrovoltaïsme, et on sait qu'en Meuse on a un gros potentiel. Jérôme Dumont, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Place à la prochaine interview. Et de retour sur Radio Agri, il est 12h35 et j'ai le plaisir de recevoir Florence Rossillon. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes directrice générale du CNIPT. Est-ce que vous pouvez nous présenter le CNIPT en quelques mots? Le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre est une interprofession longue qui va de la production jusqu'au commerce et qui représente les pommes de terre de France vendues sur le marché du frais en France et à l'export. Alors quels sont les chiffres clés de la filière pomme de terre aujourd'hui en France? Alors aujourd'hui, la filière pomme de terre, c'est presque 8 millions de tonnes de pommes de terre qui sont produites en France. Une grande partie va à l'export, quasiment la moitié. Seulement 38% va aux frais. Attendez que je me dise... pardon. 38% aux frais. Et pourquoi tant vers l'export? Pourquoi tant vers l'export? Parce que il y a beaucoup de demandes en pommes de terre industrielles à l'export pour être transformées dans des usines chez nos voisins. Mais aujourd'hui, la France se réindustrialise et on va garder beaucoup plus de pommes de terre pour transformer des pommes de terre en France. Alors, bonne nouvelle, la consommation en France de pommes de terre augmente. Est-ce que les surfaces de production ont été adaptées en conséquence? Donc sur la campagne 2024-2025, la production a augmenté d'environ 12% en termes de surface et de volume. On s'attend à ce que pour l'année prochaine, il y ait des emblavements supplémentaires. Mais il faut quand même rester prudent. Ce n'est pas parce que la demande semble tirer énormément qu'il faut trop planter. Donc on demande quand même à la filière et à la profession de rester prudente sur l'avenir. Et comment expliquer cette hausse de la demande? La hausse de la demande, elle est surtout tirée par l'industrie, tout en conservant une grande part pour la pomme de terre fraîche, pour la pomme de terre vendue au consommateur qui va cuisiner chez lui, consommer chez lui. Mais là, effectivement, l'industrie est en train de s'établir en France. La demande industrielle est très tirée par l'export
parce que dès qu'un pays atteint un certain niveau, il y a une classe moyenne. Cette classe moyenne, elle a envie d'aller dans des fast-food, et qui dit fast-food dit frites surgelées. Alors quels sont les principaux défis qui se présentent aujourd'hui à la filière? Les principaux défis de la filière aujourd'hui, c'est d'une part l'accès aux terres, parce qu'effectivement, il va y avoir de plus en plus de demandes, tout en restant prudent dans les premières années d'implantation des usines, parce qu'on ne peut pas non plus, enfin, les usines ne vont pas absorber énormément de volume tout de suite. Donc c'est l'accès aux terres, la possibilité de produire, le défi climatique, bien entendu, parce que le nord de la France fait partie des régions du monde où les conditions pédoclimatiques sont les meilleures pour produire des pommes de terre. Mais effectivement, il y a quand même des enjeux climatiques qui sont en cours. La capacité à maintenir des moyens de production, c'est-à-dire à maintenir la possibilité de protéger les cultures et de tout ce qui concerne les intrants, l'engrais, la protection des cultures, c'est important pour nous. Pour autant, nous sommes déjà très engagés dans le développement durable. Et un autre aspect, c'est la commercialisation, notamment pour les pommes de terre fraîches, donc la capacité à pouvoir continuer à proposer des produits en quantité et qualitatifs aux consommateurs, et notamment des produits à haute technologie, comme par exemple les pommes de terre sous emballage directement cuisinables au micro-ondes, qui sont des produits qui attirent le jeune consommateur vers la pomme de terre fraîche. Alors comme Radio Agri, vous êtes aussi présent au Salon de l'Agriculture à travers un stand. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc, nous avons un stand au Salon de l'Agriculture dans le hall 2.2. C'est un stand qui est tourné vers le grand public et justement qui a une vocation à informer les consommateurs et le public et les visiteurs du salon sur les engagements de la filière pommes de terre dans le développement durable, avec un programme qui s'appelle Potatoes Forever et qui met en valeur les bonnes pratiques de l'ensemble de la filière pommes de terre. Florence Roussillon, merci beaucoup. On sera heureux d'accueillir vos auditeurs à notre stand. Avec plaisir. À très vite. À très vite. Place à la prochaine interview. De retour sur Radio Agri, il est 12h50. J'ai le plaisir de recevoir Franck Ménonville. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Meuse. Vous êtes co-auteur de la proposition de loi visant à lever les contraintes de l'exercice du métier d'agriculteur. Quels en sont les principaux axes? Alors, c'est une loi avec 6 articles. Je ne vais pas vous les détailler, mais son fil conducteur, c'est de simplifier le quotidien des agriculteurs et surtout de revenir sur un certain nombre de surpropositions franco-françaises et d'aligner les possibilités, le champ du possible des agriculteurs français avec ce qui est permis donc, pour l'ensemble des autres agriculteurs de l'Union européenne. Alors le premier article, c'est plutôt les enjeux des phytosanitaires avec 2 sujets. La séparation, revenir sur la séparation du conseil et de la vente, qui est contre-productif, qui complexifie le quotidien des agriculteurs et qui déstructure le conseil. C'est une disposition de la loi Egalim. Et puis un élément extrêmement qui a été assez médiatisé, je crois qu'il faut le dire, c'est de rendre possible, comme dans tous les pays européens, l'usage de l'acétamipride, matière active qui est autorisée jusqu'en 2033 dans l'ensemble des pays européens et qui ne l'est pas en France et qui positionne un certain nombre de filières dans des impasses. J'étais ce matin avec le Premier ministre François Bayrou et la ministre avec les producteurs de noisettes qui nous ont gentiment offert quelques cadeaux pour nous encourager à aller au terme de cette loi, parce que c'est une filière, par exemple la filière noisette, qui disparaît et qui disparaîtra si on ne fait rien. C'est aussi des sujets de l'accès à l'eau et c'est aussi des sujets importants en matière de simplification de procédures dans le cadre des installations d'élevage. Alors justement, à part la filière noisette, quelles sont les autres filières qui pourraient particulièrement bénéficier de votre proposition? L'ensemble des filières. Alors donc, sorti du Sénat, le texte, pour qu'il soit solide face au Conseil constitutionnel, a évolué. Nous, il était, j'allais dire, à l'état brut. Aujourd'hui, on réintroduit l'acétamipride à titre dérogatoire pour des annuels, pour des cultures en crise. Ces cultures en crise
donc qui rencontrent des impasses, seront définies et seront à définir. Mais il y a aujourd'hui la carotte, il y a la betterave, la noisette et un certain nombre d'autres cultures qui nécessitent d'être protégées, sinon elles disparaîtront. De manière plus large, sur quel levier peut-on agir pour mieux rémunérer les agriculteurs? Il y a bien évidemment deux leviers. Le levier des prix, il y a la loi Egalim, il y a les négociations commerciales. Il y a certaines filières, il faut le dire, qui ne peuvent pas rentrer dans tout ça parce que ce sont des prix mondiaux. Et il y a le deuxième volet, le deuxième pilier, qui est le pilier des charges. Et ça, c'est un pilier qui est extrêmement important et là sur lequel les politiques ont prise, notamment par les simplifications administratives, en faisant tomber des contraintes et des surtranspositions. J'ai aussi, en décembre, déposé au nom de la Commission des affaires économiques du Sénat une saisine de l'autorité de la concurrence pour y voir clair sur le marché du matériel agricole. Parce que moi je considère qu'il y a une anomalie dans le marché du matériel agricole aujourd'hui, une surconcentration imposée par les marques et les constructeurs aux concessionnaires. Et le résultat de tout cela, c'est plus de 30% de hausse en 3 ou 4 ans. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est 27% des charges sont portées, occasionnées par le matériel. Mais c'est paradoxal parce que les agriculteurs achètent des tracteurs toujours plus puissants, donc toujours plus chers. Oui, mais ça, bien évidemment, c'est en rapport avec la taille de leur exploitation, leur utilisation. Mais ce même tracteur, en 4 ans, a pris 30%. Et ça mérite d'être interrogé. Et surtout, c'est un marché qui est aujourd'hui complètement encadré et où la libre concurrence ne s'opère pas, à mon sens. Et comment pour le réguler? Le réguler, c'est déjà le but, on n'en est pas là. Ce que va faire l'autorité de la concurrence, c'est essayer d'expertiser son fonctionnement pour y voir clair. Et aujourd'hui, effectivement, quand on impose la taille, un faible nombre de concessionnaires pour certaines marques et de fabricants sur l'ensemble du territoire, quand on impose aussi à ces mêmes concessionnaires, avant même que l'année commence, d'acheter un certain nombre de tracteurs et de moissonneuses, tout cela mis l'un dans l'autre, à la fin de la chaîne, c'est l'agriculteur qui se retrouve frappé par de l'inflation. Un mot sur le Mercosur, la France peut-elle encore s'opposer ou sortir de l'accord et par quels moyens? Déjà, la France continue la mobilisation à l'intérieur de l'Union européenne. On n'est pas seul, il y a la Pologne, je crois que l'Italie nous suit, la Hongrie, il y a un certain nombre de pays et donc il faut poursuivre cette mobilisation. Et moi je le dis, je suis un Européen convaincu, il faut que l'ensemble des États européens puissent statuer sur l'adhésion à ce traité. Quand je dis l'ensemble des pays, c'est l'ensemble des parlements de chaque pays, parce que sans quoi je pense que ça sera vécu par nos concitoyens comme quelque chose d'antidémocratique et ça rajoutera sans doute encore un peu plus d'euroscepticisme chez nos concitoyens. Donc je crois qu'il faut vraiment... ce dimanche, il y a, à mon sens, un message assez positif de nos voisins allemands. C'est le retour de la CDU au pouvoir qui finalement a quand même un positionnement politique très proche du nôtre. Et je pense qu'on devrait arriver à avoir des partenaires peut-être un peu plus à l'écoute des problématiques françaises et européennes. Un mot peut-être sur les perspectives offertes par l'agrivoltaïsme? L'agrivoltaïsme, beau sujet. Écoutez, moi je suis à l'origine, j'étais rapporteur au Sénat d'une proposition de loi déposée par Jean-Pierre Decaule il y a quelques années, au mandat précédent. Moi j'y vois à la fois un risque et une opportunité. Un risque si on le gère mal et une opportunité si on le gère bien. Et justement l'objectif de ce texte et notamment de ce qui figure dans la loi d'accélération des énergies renouvelables, c'est de bien définir ce qu'est l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, ce n'est en aucune manière du photovoltaïque au sol. C'est une complémentarité entre d'abord une activité agricole et de la production d'énergie photovoltaïque de différentes manières selon les types de cultures, mais c'est cette complémentarité là qu'il faut définir, maintenir, développer.
Et là aussi, moi, je suis pour une approche vraiment territoriale parce que selon les filières, selon les exploitations, selon les potentialités de sol, selon les départements, on ne doit pas exiger les mêmes choses de façon homogène. On a voté une loi il y a quelques jours sur la loi d'orientation agricole. On a fait un gros travail sur les haies pour justement rendre la main au département quant au cahier des charges, les dates d'exploitation, les modalités d'entretien et d'exploitation des haies. Je crois qu'aujourd'hui, on le voit bien, nos politiques publiques, elles ne peuvent pas être uniformes sur l'ensemble du territoire. Il faut les territorialiser. Et l'agrivoltaïsme, à mon avis, est vraiment un des sujets qui doivent vraiment l'être. Mais on manque d'agriculteurs, cela peut permettre peut-être de favoriser l'installation d'une nouvelle génération. Alors, l'installation, la complémentarité du revenu, parce que il faut être clair que si on combine la situation de certaines zones intermédiaires, notamment l'évolution climatique, terre séchante, etc., je pense que sur des prairies, un système d'ombrière qui permet à la fois d'avoir de l'ombre pour un certain moment de la journée, etc., peuvent être opportunes, et y compris le complément de revenus, parce que je crois que c'est ce qu'il faut viser. Il faut viser l'agrivoltaïsme peut avoir un apport, j'allais dire, technique, agronomique, physique à la culture ou à la production, mais il y a aussi un enjeu de complémentarité et de stabilité et de régulation du revenu. Pour conclure, un mot sur ce salon, sur cette édition, votre avis ? Les salons se suivent et ne se ressemblent pas. Moi, je trouve que c'est un salon où j'étais ce matin avec François Bayrou et Annie Genevard toute la matinée. On est fort bien accueillis. La ministre a été fort bien accueillie, le Premier ministre aussi. Je pense que l'ambiance, malgré les crises qui demeurent, je veux dire, il y a quand même il y a des sujets sur le sanitaire dans l'élevage, il y a des sujets, bien évidemment, de contre-performance dans les filières de grande culture l'année dernière. Il y a des sujets aussi en lien avec des tensions, avec les conséquences de la guerre en Ukraine sur le sucre. Mais je crois qu'on est quand même revenu dans un salon où les agriculteurs sont heureux de se retrouver, où les élus ils sont bien accueillis, et où les débats sont de très bon niveau et avec des produits de très grande qualité. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, nous venons de voter une loi d'orientation agricole. On a eu un calendrier très chargé au niveau agricole, avec une ministre qui a tenu à vraiment cranter et assumer les promesses du passé du Premier ministre Attal et de Marc Fesneau. On a finalisé la loi d'orientation agricole, on l'a renforcée, on lui a donné plus de teneur et puis on a ce dernier rendez-vous qui est notre PPL le 7 avril à l'Assemblée nationale, pour lequel nous devons être pleinement mobilisés et puis un budget de l'agriculture qui a été voté, ce qui n'est pas courant au mois de février, mais pour lequel le budget général est certes en baisse, mais c'est le deuxième plus gros budget de ces dernières années, et surtout qui porte plus de 420 millions d'euros d'allègement de charges, que ce soit dans le PLFSS ou dans le PLF. Donc ça, c'est vraiment des mesures qui seront sonnantes et trébuchantes pour les agriculteurs. Les ajustements finalement en matière de budget que nous avons fait, c'est des lignes budgétaires qui ne touchent pas directement les agriculteurs. Franck Menonville, merci beaucoup. Merci beaucoup. Place à la prochaine interview. Et de retour sur Radio Agri, il est 13h20 et j'ai le plaisir de recevoir Thierry Blandinière. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Alors vous êtes directeur général de l'Union de coopératives InVivo. Aujourd'hui, combien pèse InVivo en termes de chiffre d'affaires ? Alors le chiffre d'affaires, c'est 12 milliards d'euros, dont la moitié à l'international aujourd'hui. Voilà, avec une volonté de développer bien sûr
les affaires et d'exporter des céréales dans le monde entier, de continuer à progresser pour valoriser l'offre française à l'international, notamment. Alors en 2021, vous rachetiez le groupe Soufflet. 4 ans après, que cela vous a-t-il apporté? Il y a eu un changement d'échelle considérable parce qu'on a doublé de taille avec Soufflet. On est rentré dans les nouveaux métiers, notamment dans la transformation, les moulins. On est devenu premier meunier français, premier malteur mondial aussi. Donc ça nous a donné beaucoup plus de puissance aujourd'hui, d'être à l'échelle pour pouvoir financer encore plus d'innovation, de recherche et développement. Parce que ça, c'est beaucoup d'argent et la taille nous apporte ces moyens aujourd'hui pour accompagner les grandes transitions de l'agriculture, notamment sur des solutions alternatives aux phytosanitaires, des nouvelles semences, de comment adapter l'offre France à l'international, donc d'avoir des compétences, des nouveaux talents qui nous ont rejoints. Tout ça pour justement nous aider à continuer à développer le groupe InVivo et la belle histoire, parce qu'on a doublé de taille en 5 ans et on espère redoubler de taille d'ici 5 à 10 ans en ayant une empreinte européenne encore plus forte. Alors, sujet d'actualité, la viticulture est dans une situation pour le moins compliquée. Est-ce que cela impacte vos résultats? Oui, alors bien sûr, c'est sûr qu'on a vécu un printemps et un été dernier très pluvieux. Donc sur les céréales, c'est 35% de volume en moins, c'est considérable. C'est pas connu dans l'histoire. Donc ça veut dire que pour l'exportation, ça nous pose beaucoup de problèmes puisque l'arbitrage se fait sur l'exportation. Donc on a beaucoup moins de céréales à exporter. Ça veut dire que les silos portuaires, aujourd'hui, sont un peu en chômage technique. Pour autant, on essaie, nous, de trouver des solutions avec d'autres originations dans d'autres pays d'Europe pour livrer nos clients et éviter d'avoir un trou dans la raquette et être prêt quand la prochaine campagne, on l'espère, reviendra, de continuer à livrer le client de bonne qualité et de ne pas faire entrer des concurrents entre les deux. Alors, vous avez évoqué les céréales, mais sur la viticulture? Et la viticulture, c'est aussi pareil, mais ça, il y a un double impact là, c'est conjoncturel et c'est aussi structurel. Donc du coup, quand les deux impacts se croisent, c'est très violent. Donc il y a des restructurations massives, vous savez bien, on arrache des vignes à Bordeaux, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. Donc il va falloir réajuster l'offre et la demande. Et donc il y a 2 années de crise de restructuration importante qu'on va conduire. Il faut voir le côté positif de la crise. Donc on va se restructurer, essayer de sortir plus fort ensemble pour avoir une offre compétitive d'ici 2-3 ans et redonner du revenu aux viticulteurs. Alors vous êtes un groupe avec des activités transcontinentales. Comment intégrez-vous le contexte géopolitique mondial dans vos prises de décision? Alors pour nous, on a été impacté beaucoup par toute la géopolitique avec notamment la guerre en Ukraine, puisque nous avons avec Soufflet des salariés donc, en Russie, en malterie, en Ukraine et dans bien d'autres pays. Donc il a fallu rapidement comprendre comment organiser tout ça, préserver nos actifs, préserver nos salariés, y compris russes, parce que voilà, c'est pas eux qui font la guerre. Donc il a fallu trouver un écosystème intelligent pour préserver nos activités. Nous l'avons fait. Donc nous avons toujours des activités en Russie, toujours en Ukraine. On a réduit la voilure, mais on reste présent. Et on attend un peu la suite de l'histoire. On verra bien si la guerre s'arrête dans quelques semaines pour repartir dans ces pays qui sont des pays stratégiques dans l'agriculture. On ne peut pas se passer de la Russie, vous le savez bien, ni de l'Ukraine si on veut être un international d'un bon niveau. Donc on est impatient de voir la guerre s'arrêter dans des conditions honorables pour tout le monde, pour reprendre des activités notamment très fortes sur les céréales et sur notamment l'orge brassicole pour accompagner nos clients dans le monde entier. Vous redoutez aussi un impact vis-à-vis de l'élection de Donald Trump? Oui. Alors Trump, on connaissait, donc on n'est pas surpris. Donc on va dire qu'il y a une surprise. Bon, sur les taxes, par exemple, il y a quelques allers-retours, donc on se retrouve avec des dommages collatéraux potentiels. Par exemple, au Canada, on fait beaucoup de malt au Canada et on exporte du Canada vers les États-Unis pour la bière, les bières américaines. S'il y a 25% de taxes, il faudra que les Américains payent leur bière au moins 20% plus cher. Je ne sais pas si les États-Unis sont en train de réfléchir à ça, mais il y a eu un coup d'arrêt. On ne parle plus du tout pour le moment de taxes globales de 25% sur le Canada et sur le Mexique, simplement sur l'acier, ça touche le Canada. Sur les autres produits, j'espère qu'il n'y aura pas de taxes parce que c'est essentiel. Donc on voit bien les impacts de la géopolitique. Et le fait que InVivo soit un groupe présent dans tous ces pays, on a des capteurs différentes tailles, mais des capteurs dans tous ces pays, ça nous permet de bien comprendre le terrain et de voir ce qui se passe. Donc pour moi, l'effet Trump, on va gérer. Il y aura peut-être des taxes sur le vin, on va gérer, on a connu en 2016. Pour moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est plutôt l'effet Musk aujourd'hui et les conflits d'intérêts qu'il y a potentiels aujourd'hui entre la politique américaine et les entreprises dites les GAFA, quelque part, qui maîtrisent les data et qui maîtrisent aussi l'influence politique de plus en plus. On voit ce qu'ils veulent faire en Europe et notamment en Allemagne récemment sur les élections. Et ça, c'est le plus inquiétant, c'est que l'élément nouveau, c'est ça. C'est quelle va être la relation Musk-Trump et comment tout ça, ça peut cohabiter.
Parce que pour moi, il faudrait que les GAFA soient démantelés. Les Américains ont fait ça, de la loi antitrust après la guerre, cela. Il faut qu'il y ait les politiques qui aient le courage de démanteler les GAFA, qui aujourd'hui ont un pouvoir considérable sur le monde et dangereux. Un mot pour conclure sur cette édition du salon. Moi, je suis ravi de voir que le salon se passe dans de bonnes conditions, parce que l'an dernier, ce n'était pas le cas. Saluer le travail de la ministre de l'Agriculture qui a réussi à faire passer la loi juste quelques jours avant l'ouverture du salon, avec un alignement des planètes positif, et du coup un salon très calme, avec certes beaucoup de défis à relever, mais voilà, on traite les problèmes posément, un par un, et ça nous permet d'avancer, donc c'est très positif. Thierry Blandinière, merci beaucoup. Merci. Et puis bon salon. Place à la prochaine interview. Et on enchaîne les interviews sur Radio Agri. J'ai le plaisir de recevoir Abraham Escobar Gutiérrez. Bonjour Abraham. Bonjour. Alors vous êtes directeur du pôle agri-photovoltaïque de INRAE. Vous avez aussi d'autres casquettes. Oui, en effet, je suis président du centre INRAE Nouvelle-Aquitaine-Poitiers. Alors on va parler d'agrivoltaïsme. Est-ce que vous sauriez quantifier si réellement l'agrivoltaïsme apporte quelque chose à l'élevage? On sait quantifier partiellement. Et on a des outils informatiques, des outils mathématiques et des équipements qui nous permettent d'aborder les sujets partiellement. Alors pourquoi partiellement? Parce qu'il y a des sujets où on est un peu dans le flou, on ne sait pas exactement et il faut qu'on commence à avancer pour pouvoir découvrir où il y a les limites à nos méthodes, par exemple. Ces thématiques de recherche sont nouvelles? Sont récentes? Mais oui, l'essor de l'agri-photovoltaïsme, c'est récent. C'est notre collègue à Montpellier, Christian Duprat, qui a commencé par une thèse il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qu'on se pose par rapport aussi bien à la production végétale qu'au bien-être des animaux. Et c'est des sujets d'actualité, mais pour lesquels on apprend en marchant. Alors justement, est-ce que l'on est capable aujourd'hui de quantifier quand même un petit peu le bien-être animal sous les panneaux? Alors, je vous disais partiellement. La question du bien-être animal, c'est une question très complexe. Et il y a des études, et on a une collègue à Clermont-Ferrand, à l'INRAE de Clermont-Ferrand, qui s'occupe justement du bien-être animal et du comportement des animaux et pour identifier s'ils sont bien. Alors parlons des animaux justement, quelles espèces sont le mieux adaptées à l'agrivoltaïsme? Alors aujourd'hui, tout le monde vous dira c'est les moutons. Un jour, quelqu'un a posé la question, est-ce que les chèvres, ça serait difficile, les chèvres elles montent un peu partout. Donc les moutons, oui, on sait faire, depuis des années. Les porcs, à condition que ce soit suffisamment haut, parce qu'ils ont tendance un peu à gratter la terre, donc il faut faire attention. Et les bovins, les poulets aussi, les poulets en parcours par exemple, et même en agriculture bio, vous pouvez mettre jusqu'à 10% des panneaux dans un parcours bio. Alors, quelle est la marge de progrès pour les panneaux? Est-ce qu'ils seront de plus en plus performants à l'avenir? Alors aujourd'hui, on est à peu près à 22% de performance, rendement, oui, mais c'est énorme. Les plantes, c'est 2%. Une plante verte, elle transforme que 2% de le rayonnement qu'elle reçoit. Les panneaux aujourd'hui, c'est 22%. Et c'est pour ça que souvent je dis, vous mettez une plante devant un panneau et c'est le panneau qui gagne toujours. Et, il y a des marges de progrès, ça ne va pas arriver tout de suite, mais il y a des équipes en France et dans le monde qui travaillent, c'est des nouvelles technologies. Et on pourrait arriver à 30-40%, mais pas demain. Mais à quelle échéance? Écoutez, parfois on ne peut pas savoir parce que ça peut se déclencher très rapidement. Il y a encore une dizaine d'années, on était à 12-14%. Et il y a des progrès dans la chimie, des progrès dans l'électronique même. Et donc ça peut avancer très très vite. Aujourd'hui, il y a déjà des tests, mais des matériaux qui sont, des points de vue économiques, pas forcément l'option pour aujourd'hui, mais on peut aller très très loin. Alors Abraham, il y a des tensions en France parfois autour de ces sujets. Est-ce qu'à l'étranger, les débats autour de l'agrivoltaïsme sont aussi compliqués? Oui. Moi, j'étais surpris de découvrir l'année dernière, lors du congrès sur l'agri-photovoltaïsme à Denver, aux États-Unis, que les questions qu'on se pose ici, c'est les mêmes questions qui se posent aux États-Unis, en sachant que c'est quand même, on s'est fait l'idée d'un pays beaucoup plus libéral économiquement parlant. Mais sociétalement, ils se posent les mêmes questions et la surface qu'ils devraient dédier pour l'agri-photovoltaïsme, c'est grosso modo la même en France en termes de pourcentage.
Et je vous donne un exemple pourquoi ce n'est pas aussi rapide que ça se développe là-bas. C'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas des panneaux. Par exemple, on nous a parlé d'un propriétaire avec 3000 hectares élevage bovin. On lui a proposé, il a dit non, ça ne m'intéresse pas. Direct comme ça, mais non. Donc, vous voyez, c'est à peu près les mêmes thématiques. J'ai eu la même type de réponse ici dans le Nord, dans la Somme, une agricultrice qui me dit « Moi, je gagne très bien ma vie, ça ne m'intéresse pas. » Donc, le message que je transmets régulièrement, c'est l'agri-photovoltaïsme, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas partout, et ce n'est pas pour toutes les productions. Donc, il faut savoir l'adapter. Et un des rôles du pôle, justement, de faire la recherche pour pouvoir répondre aux agriculteurs, aux développeurs, quelles sont les meilleures conditions pour le faire. Abraham, merci beaucoup. Je vous en prie. Place à la prochaine interview. De retour sur Radio Agri au Salon de l'Agriculture, j'ai le plaisir de recevoir Céline Gillet. Bonjour Céline. Bonjour Hugo, merci de m'accueillir sur votre stand. Avec plaisir, vous êtes directrice générale de la coopérative agricole SCARA. Quelques chiffres clés sur cette coopérative. Oui, tout à fait. La SCARA, nous sommes basés à Arcis-sur-Aube. C'est au nord de Troyes. Alors la SCARA, c'est 60 000 hectares autour d'Arcis-sur-Aube. C'est 600 adhérents. C'est 80% au minimum de filières également. Alors votre coopérative est une pionnière de l'agriculture bas carbone. Quelles sont les actions que vous menez en ce sens ? Alors l'aventure bas carbone, elle a commencé il y a bien longtemps, il y a 15 ans. On a travaillé tout d'abord la démarche Agri-Confiance qui a permis de structurer une démarche qualité dans les fermes. On est passé vite au niveau 2 de la démarche avec Agri-Confiance Volet Vert, toujours la coopération agricole qui nous a accompagnés sur ce dossier. Et aujourd'hui, on a 85 adhérents qui sont au niveau 3 de la certification environnementale avec HVE. Alors HVE, ça nous a permis de consolider toute une série d'indicateurs et de données, également avec SMAC Farmer, au déparrage Ma Ferme. On a pu structurer ces données, les organiser et les valoriser. On a lancé le label, on a lancé avec nos clients le label. Non, on va peut-être stopper. On coupe. Non, continue. L'aventure carbone qui se réalise aujourd'hui, c'est d'organiser toutes ces données. On a fait travailler une thésarde avec l'INRAE de Colmar sur les indicateurs écosystémiques et c'est venu dans la suite avec un projet Apprivoise que nous menons avec AgroSolutions, avec l'ACTA, les instituts techniques, et SMAC Farmer pour valoriser auprès des clients cette démarche. Ça représente beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements pour une coopérative comme la vôtre ? Alors oui, c'est des investissements humains. Il faut savoir que sur une coopérative, nous sommes 75 collaborateurs à la SCARA. 7 personnes travaillent dans le... Pardon. On va couper. 7 personnes travaillent dans le service agronomie, innovation et services. Et on travaille toute une pyramide de projets, depuis la conservation des sols et sa microbiologie jusqu'à la ferme connectée, en passant par des nouvelles filières. On travaille le blé mélène, le blé amylose, également avec des gens comme l'Imagrin. Et notre projet de méthanisation, finalement, est un projet transverse qui nous permet, avec le Digesta, donc l'amendement organique, de consolider la structure des sols et de faire une fertilisation qui est plus vertueuse. Alors Céline, comment la SCARA aide-t-elle ses coopérateurs à sécuriser leurs revenus face à la volatilité du marché des céréales et des oléagineux, Alors effectivement, vous avez les marchés et vous avez Chicago qui va donner un prix des céréales. Nous, réellement, notre ADN, c'est les filières. Et c'est avec les filières que l'on arrive à générer des primes qualité, traçabilité. Aujourd'hui, agro-environnemental, on espère avec le projet Apprivoise dont je vous parlais précédemment. C'est vraiment ça qui permet aux agriculteurs de générer un beau revenu et de s'inscrire dans des relations réellement long terme avec nos clients. Alors comment la SCARA envisage-t-elle son développement dans les prochaines années ? Alors le développement de la SCARA, c'est toujours d'avoir un temps d'avance. Demain, il faut continuer à travailler. Aujourd'hui, même avec des startups, nous sommes pas très loin de la ferme digitale ou du co-farming aujourd'hui au salon. Et travailler avec des gens qui sont complémentaires et qui nous aident à bousculer les lignes au
au niveau de l'Ascara, c'est important et c'est important pour l'ensemble des coopératives. On est aussi avec nos partenaires, la coopération agricole et InVivo, aujourd'hui dans les échanges. C'est très important de bousculer et d'amener de nouvelles start-up à trouver leur développement et leur marché. Votre agenda est chargé sur ce salon ? Oui, l'agenda est chargé parce qu'honnêtement, quand on se retourne et qu'on voit une personne à chaque fois connue, une tête connue, bah écoutez, je crois que j'aurais pu venir les 15 jours et on aurait parlé de l'Ascara. Il y avait un gros événement AgriConfiance lundi où une dizaine d'agriculteurs et de collaborateurs ont pu aller distribuer du pain et montrer finalement aux concitoyens, consommateurs, à quel point le métier d'agriculteur est beau. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, toutes les coopératives doivent finalement aider sur le salon, aider nos clients également à montrer à quel point on est des filières et on œuvre tous pour une alimentation saine. On œuvre tous pour expliquer finalement au consommateur ce qu'il a dans l'assiette. Et aujourd'hui, un salon où il y a beaucoup de grand public est très intéressant. Félicitations Céline pour toutes ces actions et puis bon salon. Eh bien, merci beaucoup Hugo, à bientôt. À bientôt. Place à la prochaine interview. Et dernière interview de la journée sur Radio Agri, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Claude Rau. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous êtes député écologiste de Loire-Atlantique. Alors, où en est-on de la proposition de loi que vous portez visant à protéger la qualité de l'eau potable? Eh bien, absolument nulle part. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer parce que cette proposition de loi aurait pu être débattue dans le cadre de la journée d'initiative parlementaire, ce qu'on appelle les niches. Donc, c'était jeudi dernier dans l'hémicycle. Mais elle était en 4e position. Et nous avons voté deux textes. Nous avons tout juste commencé le 3e qui concernait la sécurité sociale de l'alimentation. Tout à fait. Et donc ma proposition de loi n'aura été étudiée pour l'instant qu'en commission développement durable et aménagement du territoire. Donc pour l'instant on va attendre une autre opportunité. Donc ça c'est pour la proposition de loi, mais par contre c'est un sujet sur lequel nous allons continuer à travailler, évidemment, puisque ce n'était pas une lubie ou un passage particulier, et on remettra